Et bonjour à tous, bienvenue dans ce rendez-vous de Cardio Online. Je suis Guillaume Bonnet, je suis cardiologue au CHU de Bordeaux. J'ai le plaisir d'être avec le professeur Olivier Agnon, cardio-gériatre sur le service de l'hôpital Broca à Paris. Bonjour Olivier. Bonjour. Donc nous sommes dans ce 6e épisode de notre série Programme intitulé la SFC répond à vos questions à propos des recommandations de l'ESC, des recommandations européennes sur la prise en charge de la fibrillation atriale. Alors durant chacun de ces épisodes, on dissèque l'ensemble des thématiques spécifiques de ces recommandations en essayant d'intégrer bien sûr vos questions et intégrer aussi des outils pratiques. Ce 6e épisode est consacré à la gestion de la FH et les sujets fragiles. Vous êtes plus de 1000 inscrits à nous suivre. Merci beaucoup de votre confiance, merci de nous suivre. Les objectifs pédagogiques du programme donc, sont les suivants. Savoir identifier et évaluer un sujet fragile avant de débuter un traitement par anticoagulant, et on verra éventuellement lequel. Et enfin, connaître les modalités particulières de prescription et de suivi d'un traitement anticoagulant chez un sujet fragile. Donc, tout d'abord, première question, Olivier, quels sont les patients fragiles et quelle est la définition exacte d'un patient fragile? Bonjour à tous. L'épisode 6, c'est probablement l'un des plus importants parce qu'en pratique, quand on a des patients qu'on va traiter par anticoagulant, si le patient est robuste, ce n'est pas très compliqué, on ne peut pas poser beaucoup de questions. Alors, si le patient, on le juge fragile, c'est là qu'on va se dire qu'est-ce que je fais, comment je vais gérer ça. Alors après, il y a deux façons d'évaluer un patient fragile. Soit c'est le feeling, hein, quand on voit le patient arriver et qu'on se dit celui-là, je ne le sens pas bien. Ça marche pas mal, mais des fois, on n'est pas optimal. Et donc, il existe un certain nombre d'échelles qui sont proposées. Alors, vous voyez, ça, c'est les échelles gériatriques. Je ne vais pas vous les détailler. Vous avez des échelles qui sont relativement simples. Hein. Celles qu'on apprend à tous les étudiants maintenant, ce sont les critères de Fried. Perte de poids, fatigue, marche lente, absence d'activité physique, faiblesse musculaire. Et quand on est à 3 sur 5, on est jugé fragile. Il y a des échelles très complexes qui sont celles qui sont utilisées dans les essais randomisés ou lors d'évaluation gériatrique plus poussée. On prend 70 items. Il y a des échelles d'autonomie suivantes. Donc, l'ESC que nous propose l'ESC, vous voyez, il y a une page hein, dans les recommandations de l'ESC. Ce n'est pas forcément les plus simples, hein, puisqu'on va du robuste, du fragile, avec des différentes couleurs, mais ce n'est pas très facile quand on n'est pas habitué. Et donc, nous, on a fait, au niveau de la gériatrie française suivante, une échelle qui est plus simple, vous voyez, tout de suite plus simple. Hein, il y a 5 C. C'est ce qu'on appelle la règle des 5 C. Donc, avec 5 mots qui commencent par la lettre C qu'il va falloir évaluer avant de traiter un patient par anticoagulant: la cognition, la chute, l'écomédication, la clairance, le Cockcroft, et pour mettre un dernier C, j'ai mis la cachexie. En fait, c'est plutôt la dénutrition. Et donc, c'est ça qu'il va falloir évaluer avant de mettre un patient âgé sous anticoagulant. Alors, pour le premier C, donc la cognition, c'est quand même complexe des fois de faire un MMS à tous les patients en consultation. Est-ce qu'on a finalement un outil pratique pour évaluer la cognition, donc la démence en consultation pour un cardiologue? Alors, comme le MMS était compliqué, on a créé le MIS. On a changé une lettre, changé le test, hein, puisque vous voyez qu'il y a 4 mots. Un certain nombre commencent à connaître, hein, puisque c'est maintenant ce test, il est dans l'HS, mais il est même dans l'ESC. Hein, c'est pour ça que j'en parle. Donc, vous avez 4 mots. Vous demandez au patient en début de consultation. Je vais vous le redemanderai 10 minutes après, fin de consultation. Et si le patient oublie un des 4 mots, eh bien, c'est qu'il a probablement des troubles de mémoire. Donc, c'est très simple. Hein. On lui montre la feuille, parce que ça doit être écrit. On lui redemande. Et d'ailleurs, on va faire le test, hein, puisqu'on va demander les mots à Guillaume dans 10 minutes. Et on verra. Guillaume se rappelle des 4 mots, bien sûr, les noter. Et si Guillaume ne s'en rappelle pas, on a le droit de l'aider, donc de faire ce qu'on appelle l'indissage. Hein. Et donc, s'il ne se rappelle pas du nom de la fleur, on va lui dire il y avait une fleur, et à ce moment-là, s'il dit la rose, c'est pas bon, s'il dit le dahlia, c'est bon. Bon, j'ai peur de basculer malheureusement dans la fragilité pendant ce webinaire. Le deuxième C, c'est aussi quelque chose qui est difficile à évaluer, le risque de chute. Est-ce qu'il faut faire marcher nos patients en consultation et les suivre et puis essayer de les rattraper s'ils tombent? Alors, déjà, première chose, souvent, on avait peur de la chute, comme quand on met quelqu'un sous anticoagulant. Vous voyez que là aussi, on regarde les recommandations de l'ESC. La chute n'est pas une contre-indication en soi. Hein, donc, ce n'est pas parce qu'un patient est tombé que forcément, c'est une contre-indication. Et donc, il faut repérer effectivement, suivante, si le patient est chuteur. Et là aussi, l'ESC nous donne une petite échelle, vous voyez.
vous avez, ça il faut l'avoir dans la poche, est-ce qu'il est déjà tombé, combien il prend de médicaments, surtout les psychotropes. C'est la première cause de chute, c'est les benzodiazépines. Est-ce qu'il y a des troubles de l'audition? Et puis il y a certains tests, donc dans les tests celui qui est bien, c'est le dernier, là, le test du lever de chaise. On demande au patient de se lever de sa chaise 5 fois de suite, et normalement il doit faire ça en moins de 12 secondes. S'il met plus que 12 secondes, il y a un risque de chute. Et ensuite, en fonction du nombre de points qu'il a, on voit que ça peut aller de 7% à 50% de risque de chute. Quand on a identifié qu'il est à risque de chute, ce n'est pas une contre-indication, mais on va essayer de comprendre pourquoi il tombe. Première cause, après les benzodiazépines, c'est l'hypotension orthostatique. Donc, chez nos patients, chercher une hypotension orthostatique. La dénutrition aussi, la sarcopénie. Et donc, après, on peut proposer des interventions pour réduire le risque de chute, l'activité physique, la kiné, et je vous donne le plus pratique qui pourra vous servir dès demain en consultation. Vous donnez de la vitamine D à un patient que vous estimez à risque de chute, 20% de réduction de risque de chute. Aucun risque à donner la vitamine D, donc n'hésitez pas, à vos parents bien sûr, mais aussi à vos patients, dès demain, de donner de la vitamine D. Donc déjà des messages forts, la chute qui n'empêche pas l'anticoagulation. Une question du chat pour réagir, rebondir avec les gens qui nous écoutent. À quel intervalle vous reposez la question de l'indication anticoagulation chez les patients âgés? Finalement, à quel intervalle vous réévaluez tous ces risques de fragilité? Ça, c'est soit de façon systématique, soit s'il se passe quelque chose. Mais en général, tous les 6 mois, on peut, ou tous les ans, en fonction de l'état initial du patient, refaire un petit point rapidement. Les mots, en général, c'est tous les 6 mois ou tous les ans. Le risque de chute, on va poser des questions. Donc, effectivement, il faut réévaluer, parce que quelqu'un à qui on a dit « je vais donner l'anticoagulant », si entre-temps, il a fait plein de chutes et que vous n'avez pas trouvé une cause modifiable, qui est déjà sous vitamine D, à ce moment-là, vous pourrez peut-être vous poser la question de est-ce que je ne vais pas aller sur fermeture de l'auricule ou quelque chose d'autre si je ne peux pas donner les anticoagulants. Ensuite, on va aborder la dénutrition ensemble. Alors, la dénutrition, ça se résume seulement aux patients avec les IMC bas ou il y a d'autres patients qu'on peut considérer comme dénutris? Alors, l'IMC, ce n'est même pas forcément le meilleur parce que la taille, à un certain âge, les gens ont perdu un peu leur taille. Les médecins n'ont plus forcément des toises, donc on ne sait pas vraiment quelle est la taille des patients. Le mieux, c'est la perte de poids. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours le poids initial des patients. Une perte de poids de 10% en 6 mois ou 5% en 1 mois. Si vous n'avez pas ces paramètres cliniques, il faut doser l'albumine. Et si l'albumine est inférieure à 35, le patient est dénutri. Donc, retenez, dosage d'albumine inférieur à 35. Donc, l'albumine qui fait partie quand même d'un autre bilan un peu standard. Et ensuite, la polymédication, la comédication, qui est le 4e C, vous le définissez aussi comment? Alors, classiquement, c'est 10 médicaments par jour. Mais c'est vrai qu'avec les anticoagulants, l'HS dit que c'est 5 médicaments par jour. Donc, effectivement, souvent, les patients sont potentiellement à risque. Alors, quand ils ont 10, c'est encore plus à risque. Et donc là, il faut refaire le ménage de l'ordonnance pour voir s'il n'y a pas certains médicaments, on verra tout à l'heure, que je peux arrêter parce que soit ils servent à rien, soit ils sont dangereux. Notamment les benzodiazépines au long cours, dont les Français sont les champions du monde, j'ai l'impression. Question champion du monde de foot, mais aussi de benzodiazépines. Question du chat. Y a-t-il une limite d'âge pour la prescription d'AOD, d'après vous? Alors, il n'y a pas de limite d'âge, on en reparlera tout à l'heure. Il y a une limite en fonction de la fonction rénale. Et comme l'âge rentre dans la fonction, dans le calcul de la formule de Cockcroft, 140 moins l'âge, au bout d'un moment, on va arriver en dessous de 15 et là, il y aura une contre-indication. Donc, c'est plus par le biais de la fonction rénale ou par le biais de la fragilité. Si le patient il tombe tout le temps, il s'est déjà fait des hématomes sous-duraux chaque fois qu'il tombe, il se fait très grave, c'est là qu'on va contre-indiquer l'anticoagulant. Donc la question suivante, quel anticoagulant chez le sujet âgé, donc spécifiquement, qui est un des patients quand même spécifiques des patients fragiles? Alors là aussi, dans les recommandations de l'ESC, que ce soit les recommandations ou que ce soit le guide pratique de l'European Heart Rhythm, partout, il est écrit que les AOD sont à préférer par rapport aux AVK chez les patients âgés. Donc c'est vraiment maintenant la recommandation. La Société française de gériatrie dit la même chose. Les recommandations, c'est plutôt les AOD que les AVK chez les patients âgés. Et quel anticoagulant chez les patients aussi âgés avec troubles de cognition? Alors, tous les patients âgés, en fait, pourquoi c'est les patients âgés que les recommandations sont en faveur des AOD, c'est que vous voyez qu'à la fois les essais, essais randomisés, ici on a une méta-analyse chez les gens, plus de 28 000 patients, moins d'hémorragie cérébrale, c'est surtout là le bénéfice.
Les patients âgés sont ceux qui sont à risque d'hémorragie cérébrale. Moi, si on me donne un anticoagulant, je ne vais pas faire d'hémorragie cérébrale, donc je verrai moins le bénéfice. Si j'ai 85 ans, j'ai un risque de faire une hémorragie cérébrale parce que j'ai probablement des micro-saignements, des micro-bleeds, et j'ai un système capillaire, un système vasculaire beaucoup plus fragile. J'ai un risque d'hémorragie cérébrale. 50% d'hémorragie cérébrale en moins avec les AOD. Et puis sur l'efficacité, dans les méta-analyses, on voit aussi qu'il y a 20% de meilleure efficacité sur les AVC, donc un médicament qui est en fait plus efficace et mieux toléré dans le groupe des patients les plus âgés. C'est quand même effectivement, alors qu'au début, on avait un peu peur des AOD, maintenant, en fait, c'est l'inverse. Ce sont les AOD, vous avez vu les recos de l'ESC qui proposent les AOD chez les patients âgés en première intention. Alors, ce qui était intéressant, c'est que ça, c'est les données des essais randomisés plus de 75 ans. Mais les patients âgés, comme on l'a dit tout à l'heure, une des questions a été posée là-dessus, c'est plutôt les 85, 90 même. Donc, c'est pour ça qu'on a mené une grande étude en France, qu'on vient de publier dans Art fin d'année dernière, qui est l'étude Saphir, où on a inclus que des patients dans les services de gériatrie, donc des patients très comorbides. Vous voyez, l'âge moyen, 86 ans. Ce n'est pas les données qu'on voit habituellement dans les essais randomisés. 86 ans, il y avait 25% qui avaient plus de 90 ans, donc vraiment des patients très âgés. Et c'est une étude prospective, observationnelle, donc ce n'est pas uniquement les données sur base de données PMSI, c'est des vraies données dans un essai prospectif. Et 2000 patients, à peu près dans chaque groupe, 1000 patients sous AVK, et l'AOD qui avait été le comparateur a été le rivaroxaban, et 1000 patients dans ce bras-là, les patients ayant été suivis pendant 1 an, puis ensuite 2 ans. La première publication est celle du suivi à 1 an. Et quand on regarde les résultats, vous voyez qu'on retrouve suivante, on voit dans cette population très comorbide, puisqu'il y avait près de 50% des gens atteints de troubles cognitifs, et 36% de chuteurs, 66% de patients dénutris. Vous voyez que les résultats, sur les hémorragies majeures, on a un bénéfice sous AOD, sous rivaroxaban, vous avez 50%, pratiquement 50% d'hémorragies majeures en moins. Et quand on regarde le résultat, il est très important, toujours la même chose, les hémorragies intracérébrales, on a 75% d'hémorragie cérébrale en moins dans le groupe des patients sous rivaroxaban par rapport aux AVK. Donc chez ces patients très comorbides, ils avaient un score de comorbidité de Charlson à 7. D'habitude, dans les essais qu'on voit en cardio, le score de comorbidité est entre 2 et 3. Donc on voit des patients beaucoup plus sévères. Et bien chez ces patients très fragiles, moins d'événements, d'hémorragie cérébrale sous AOD que sous AVK. Donc une efficacité qui reste finalement similaire, mais par contre une safety, une sécurité qui est bien meilleure. C'est ça finalement. Exactement, on voit que sur les AVC, il n'y a pas de différence significative. C'est vraiment sur les hémorragies. On voit que c'est sur les hémorragies digestives qui sont similaires dans les deux bras. C'est vraiment les hémorragies majeures et surtout le résultat a été tiré par les hémorragies cérébrales. Alors, une question du chat sur ces deux dimensions, à la fois ischémique et hémorragique. Faut-il utiliser des scores de risque particuliers chez les patients âgés, notamment pour le risque hémorragique et aussi pour l'évaluation du risque ischémique? Alors, pour l'instant, les scores recommandés sont les scores qui sont les mêmes, le Hasbled. Il y a le Hemorrhage qui a été proposé, le Atria. En fait, à partir de données de l'étude Saphir, on est en train de créer un nouveau score. Alors, je ne peux pas vous dire parce que le papier est en cours de publication. On va prendre vraiment des scores très gériatriques. Vous allez voir que l'âge, il va y avoir 80, 85, 90 ans, des points en fonction. On prend en compte la dénutrition, la fonction rénale en fonction de inférieur à 30 ou entre 30 et 50. Donc, vraiment un score très adapté aux patients âgés qu'on a validé dans plusieurs cohortes. Et donc, on va avoir ce nouveau score. Malheureusement, il faudra m'inviter l'année prochaine pour que je vous donne le détail de ce score-là. Pour l'instant, le meilleur a l'air d'être le score Atria, qui n'est pas le plus connu, mais qui est probablement un peu plus pertinent que le Hasbled ou le Hemorrhage. Juste sur ce score Atria, il y a combien d'éléments à rentrer en pratique pour le cardiologue qu'on est en consultation? Alors, Atria, c'est à peu près comme le Hasbled. Il y a 6 items, c'est à peu près les mêmes. C'est le nombre de points. Il y a plus de points pour la fonction rénale. L'âge, 75 ans, alors que c'est 65 dans le Hasbled. Et il y a l'anémie qui apparaît, qui n'était pas dans le Hasbled. Donc, c'est des critères un peu plus pertinents, mais vous verrez que le meilleur, c'est celui qu'on va sortir. Ok, donc affaire à suivre alors. Spécifiquement, on parlait d'anticoagulation, on parle de risque, on parle aussi d'adhérence au traitement. On sait que ce n'est pas facile forcément, c'est le sujet, notamment chez le patient qui a des troubles cognitifs. Comment on améliore finalement l'adhésion du traitement pour le patient? Alors, vous voyez que là aussi, le guide pratique de l'ESC qui vient d'être publié se mouille un peu, puisque propose que chez les patients avec des troubles cognitifs,
en raison des problèmes d'adhérence, c'est bien probablement une préférence pour les AOD en une prise par jour. Il conseille aussi, vous voyez, le pilulier, mais il propose effectivement suivante au vu des données de cette étude qu'ils ont citées, suivante. Vous voyez, quand on regarde les données, les facteurs associés à la mauvaise adhérence des AOD, on retrouve la démence, on retrouve la dépression, et vous voyez qu'on retrouve les médicaments en 2 prises par jour. Donc, chez les patients qui ont déjà des troubles cognitifs, probablement préférer une prise par jour. En plus, on sait que faire passer une infirmière 2 fois par jour est des fois difficile. Plus facile de faire passer une infirmière 1 fois par jour, et on est sûr là que le médicament va être pris. Donc, un élément, quand on a détecté des troubles cognitifs, plutôt proposer des médicaments une prise par jour. Ok, un message aussi assez fort de une seule prise par jour pour ces patients fragiles, notamment déments. Mais finalement, quel anticoagulant chez le patient aussi chuteur? Donc, on a vu pour le dément et pour l'adhésion, mais chez le patient qui tombe, est-ce qu'il y a une préconisation spécifique? Chez le shooter, on a vu, on va tout faire pour regarder s'il n'y a pas une hypotension orthostatique, faire le ménage de l'ordonnance, proposer de la vitamine D et de l'activité physique. Et puis ensuite, quand on va mettre un AOD, là aussi, on regarde les essais randomisés. Et vous voyez que dans cette étude, qui est l'étude Engage avec l'édoxaban par rapport à la varfarine est en rouge, l'édoxaban est en bleu. Et vous voyez que toujours sur le même critère, les hémorragies cérébrales, il y a moins d'hémorragies cérébrales sous AOD que sous AVK. Et on a aussi des données dans la vraie vie. On regarde les shooters, les hématomes sous-duraux. Il y a 50% de moins d'hématomes sous-durales chez des shooters sous AOD que sous AVK. Donc, on va tout faire pour réduire le risque de chute. Et ensuite, quand on donne un anticoagulant, on préférera l'AOD à l'AVK. C'est vrai que c'est des messages importants qui ne sont pas forcément intuitifs initialement. Question du public est très actif. Merci beaucoup de toutes vos questions. On essaie de faire le relais. Chez le sujet âgé, est-ce que ça rime systématiquement avec une dose réduite d'AOD seulement? Alors ça, c'est une erreur qu'on a fait au début. Au début, dans la science cardiaque, on met toujours des médicaments à faible dose chez les gens âgés et puis on titre. Les anticoagulants, ce n'est pas du tout comme ça. Les anticoagulants, vous avez en France, on a 3 anticoagulants. En fonction de l'anticoagulant, on a des recommandations. Le dabigatran, schématiquement, c'est en fonction de l'âge. Plus de 80 ans, on met la petite dose. Le rivaroxaban, c'est en fonction de la clairance de la créatinine. Mais vous voyez, ce n'est pas que l'âge, c'est la clairance de la créatinine. Et l'apixaban, vous savez que vous avez 3 critères qui sont l'âge, le poids et aussi la créatinine, pas la clairance, la créatinine supérieure à 133, et il faut 2 critères sur 3. Donc, vous voyez que des fois, on va même être dans des situations où, avec tel AOD, je mets la dose normale, alors que si je mets un autre AOD, je mets la petite dose. Donc, après, c'est au praticien de choisir l'AOD qu'il préfère et la dose qu'il va vouloir faire, mais pas systématiquement la dose réduite. Il faut adapter au RCP. Donc, pas seulement l'âge. Autre question de l'audience, la surveillance du rein à 80 ans, quels paramètres et quelle fréquence? Donc, le paramètre, ça va être la créate, mais pour calculer la clairance, et les recommandations, c'est tous les 3 mois. Tous les 3 mois après 75 ans, alors que quand on est plus jeune, c'est tous les ans. Là, c'est tous les 3 mois, ou alors quand il y a un événement aigu, une fièvre, une déshydratation, un OAP, une décompensation cardiaque, à ce moment-là, ou une hémorragie. Moi, d'ailleurs, je l'écris sur l'ordonnance, comme ça, c'est très pratique. Ah oui. En cas de fièvre, en cas d'hospitalisation, en cas de grande chaleur, faire une prise de sang. Autre question du public, c'est d'être le plus transparent possible, même si je vais un peu à rebours de la présentation. Excuse-moi, Olivier. Quelles données d'observance par rapport aux AOD dans les populations âgées? Est-ce qu'on a une idée du pourcentage de patients qui ne prennent pas finalement leurs patients? On sait qu'il y a des pourcentages très élevés, par exemple, pour l'hypertension. Alors, on a une idée, et là aussi, dans l'étude Saphir, on a évalué l'observance. On a des résultats tout à fait remarquables dans l'étude Saphir sur l'observance. Les données d'observance, ça fait un peu peur, puisque c'est entre 50 et 30% de mauvaise observance, selon les registres. Nous, dans l'étude Saphir, on a 35% de problèmes d'observance évalués par des questionnaires. Et chez les patients non observants, augmentation du risque d'AVC. Donc, c'est logique, mais ça n'avait pas été tellement démontré. Donc, effectivement, il faut vraiment faire attention à cette problématique d'observance. Donc, on va dire entre 30 et 50% de mauvaise observance. Il ne faut pas croire que les gens prennent tout le temps bien. Alors, ce n'est pas qu'ils l'oublient tout le temps, mais de temps en temps, ils vont sauter une prise. Ah ouais, donc ils ne nous écoutent pas tout le temps, et donc c'est important de bien le dépister pour bien le contrer. Quel anticoagulant? On continue un peu de dérouler ces fragilités chez le patient finalement insuffisant rénal. On l'a vu, donc la fréquence tous les 3 mois et aussi au cours d'épisodes un petit peu aigus. Mais quel anticoagulant?
Pardon, Là aussi, quand on regarde les méta-analyses, AOD versus AVK, vous voyez qu'à la fois sur la prévention des AVC ou le risque d'hémorragie, c'est en faveur des AOD, 20% de moins d'événements. Et donc ça, en général, c'est pour des clairances 30-50. On a encore très peu de données, entre 15 et 30 millilitres par minute. Il y avait aussi une recommandation qui était assez bien représentée dans l'ESC sur justement ce guide pratique entre AVK et AOD. Vous pouvez nous commenter peut-être cette recommandation de 2018? Et donc là, effectivement, on voit pour les AOD, on voit que la contre-indication, elle est stricte inférieure à 15, vous voyez qu'il y a un sens interdit. Pour le dabigatran, c'est une contre-indication quand la clairance est inférieure à 30. Et vous voyez que quand la clairance est entre 15 et 30, c'est du orange. Alors, c'est du orange surtout chez des gens jeunes, mais chez des gens âgés, il faut quand même être assez méfiant. On peut le faire, mais faut surveiller ces patients. Et surtout, moi, le truc que je fais, c'est que je regarde un peu l'historique de ces patients. C'est-à-dire si c'est des patients qui ont une clairance, une créate qui reste relativement stable, même quand ils ont été hospitalisés pour un problème aigu, ils n'ont pas décompensé sur le plan rénal. Là, entre 15 et 30, je vais pouvoir y aller. Si par contre, c'est un patient, il a fait un OAP, hop, sa créate est montée à 200, il a fait une pneumopathie, sa créate est montée, il est très labile et il y a un risque d'insuffisance rénale fonctionnelle. Et à ce moment-là, le patient en dessous de 15 et d'accumulation du produit et d'hémorragie. Donc, entre les 15 et 30, souvent, jusqu'à 25, j'y vais, mais ensuite, je vais regarder un peu l'historique des créatinines de ce patient-là. C'est très intéressant. En tout cas, ce cut-off un peu à 25 pratique et sur la labilité aussi des patients à dégrader leur fonction rénale. Ensuite, chez le polymédiqué, une question du chat qui va faire un peu la suite. C'est quelle interaction médicamenteuse, donc quel anticoagulant par rapport aux comédications? Et ensuite, spécifiquement chez les AOD, de quoi vous méfiez-vous le plus dans les ordonnances multiples de nos patients âgés? Question du chat. Alors, vous voyez, c'est un papier tout récent qui vient d'être publié il y a 15 jours. Très intéressant parce qu'il regarde sur la base de données américaine Medicare chez 200 000 personnes qui prennent plus de 6 médicaments. Donc là, on retrouve bien nos patients fragiles. Et vous voyez qu'à chaque fois, il y a moins d'événements, que ce soit AVC, que ce soit hémorragie, du côté AOD que AVK. Donc là encore, les plus fragiles bénéficient bien des AOD, plus de ces médicaments. Alors, on savait, les AVK, il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments. Alors, les interactions auxquelles il faut faire attention suivantes avec les AOD, c'est l'aspirine, comme tout anticoagulant. Dès qu'on peut, il faut arrêter l'aspirine, sauf dans les suites d'un syndrome coronaire aigu. Mais par exemple, si le patient il a de l'aspirine pour une sténose carotidienne, un athérome carotidien, s'il passe en FA, je vais arrêter l'aspirine et je garderai que l'anticoagulant. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, on n'aime pas ça chez les gens âgés, et encore moins quand il y a des AOD. Et puis, le médicament, souvent, moi je vois quand je fais la visite, les internes ne font jamais attention à ça, c'est les antifongiques, imidazolé. Les patients âgés ont souvent des problèmes de mycose. Eh bien, en fait, il faut utiliser des antifongiques non imidazolés. Il y en a plein d'autres, mais il ne faut pas utiliser les imidazolés. Et puis, dernier élément, ce sont les antidépresseurs, les sérotoninergiques ont une petite action anti-agrégant plaquettaire. Et donc, augmente un petit peu le risque hémorragique. Donc, de préférence, alors ça, ce n'est pas le cardiologue qui va le faire, mais qui peut demander l'avis au gériatre, utiliser plutôt des antidépresseurs non sérotoninergiques. Il en existe aussi, comme les IMAO, par exemple. Il y a des données très intéressantes sur les dénutris, parce qu'on voit ils sont tout maigres. Donc, ils ont une hypoalbuminémie. On sait que les anticoagulants se fixent à l'albumine. Donc, est-ce qu'il y a plus de risque hémorragique avec cette hypoalbuminémie, cette dénutrition? Vous voyez que quand on regarde cette méta-analyse, où ils ont regardé l'effet AOD, AVK chez les tout maigres, les moins de 50 kg, eh bien, que ce soit toujours pour les mêmes items, l'AVC, l'hémorragie cérébrale, les hémorragies majeures, eh bien, c'est toujours en faveur des AOD. Donc, même chez les moins de 50 kg, les dénutris, en faveur des AOD par rapport aux AVK. Donc, c'est très concordant, toutes ces données, les plus fragiles. Alors qu'intuitivement, au début, on se disait, oula, ça va être dangereux, peut-être les AOD, parce que c'était nouveau, on ne connaissait pas. En fait, toutes les études, c'est très concordant à chaque fois, un bénéfice en faveur des AOD par rapport aux AVK. Puis, dernier point, les patients dénutris, n'oubliez pas de leur donner des compléments nutritionnels oraux, hyperprotéiniques, hyperénergétiques, vous voyez, parce que vous allez réduire le risque de mortalité de 34%, autant qu'un médicament à visée cardiovasculaire. Donc, c'est très important, albumine inférieure à 35, compléments nutritionnels oraux. Pas mal de tips and tricks, la vitamine D, les compléments nutritionnels. Donc, on a beaucoup d'outils. Question, en cas de soins dentaires, que dites-vous à vos patients par rapport à la gestion de leurs AOD?
Alors, vous savez qu'en cas de soins dentaires, normalement, on n'arrête pas les AOD. On arrête dans les recos ESC les AOD si on enlève plus que 3 dents d'un coup. Bon, il suffit de dire aux dentistes de ne pas enlever les 3 dents d'un coup. Après, on est des fois gênés parce que les dentistes veulent vraiment pas faire le geste, parce que le geste va être plus long, hein. Il faut faire une hémostase un peu plus longue. Des fois, ils veulent vraiment pas faire le geste sous anticoagulant, donc au pire, de ne pas prendre l'anticoagulant de la veille au soir et au moment du geste. Mais en théorie, pour une extraction dentaire, on peut ne pas arrêter la OD. Oui, puis ponctuellement, ils peuvent aussi orienter le patient, si vraiment le geste est compliqué, vers un chirurgien oral qui a un plateau technique aussi de bloc opératoire, si vraiment le risque hémorragique est important et que la OD ne peut pas être interrompue pour X cause, notamment un risque ischémique aussi très élevé. Voilà, une fois, moi, j'ai un patient qui me dit le mot dentiste, il ne veut vraiment pas. J'ai dit, ouais, comme tu dis, j'ai changé de dentiste. Non, mais ponctuellement, on ne va pas se mettre nos amis et nos collègues à dos. Ponctuellement, bien sûr. C'est-à-dire aller chez un dentiste qui a les outils pour faire l'hémostase sous anticoagulant. Syndrome coronarien aigu, FA, stent et association anti-agrégant AOD, une question qui était attendue sur le chat, hein, bien sûr. Combien de temps chez un sujet fragile? Combien de temps chez un sujet âgé? Alors déjà, dans les recos, quasiment plus de triple association. Hein, donc, on est sur la double association. Et cette double association, qui était initialement 1 an, elle peut même être réduite à 6 mois en fonction du risque hémorragique des patients. Donc, effectivement, on voit qu'on est passé de la fameuse trithérapie à maintenant une bithérapie qui peut aller jusqu'à 6 mois, éventuellement même 3 mois s'il a saigné, mais enfin, entre 6 mois et 12 mois. Si tout va bien, le mieux, c'est 12 mois, sinon 6 mois. Il y a beaucoup d'actualités là-dessus sur les patients HBR, High Bleeding Risk. Et c'est vrai que les patients fragiles, finalement, rentrent totalement dans ce contexte avec des stents maintenant qui démontrent leur supériorité sur des stratégies à vers 1 vers 3 mois, avec finalement, comme AOD seul, peut-être une solution d'AOD à 1 mois seul chez ces patients à risque. Autre question aussi dans le… Ouais, ça a beaucoup bougé sur les dernières notions. Donc, suivez Cardio Online pour toujours avoir les dernières nouvelles, notamment pour le Congrès européen. Il y avait une question sur le chat par rapport à la mortalité. Est-ce que les AOD, donc on a vu, ils diminuent les événements hémorragiques? Ils sont relativement stables par rapport aux AVK, par rapport aux événements thrombotiques. Mais qu'en est-il de la mortalité? Alors, ça va dépendre des études. Hein. Dans les grandes méta-analyses, il y a quand même une petite baisse de la mortalité totale. C'est vrai que nous, dans notre étude, on n'a pas eu de baisse de la mortalité, mais en fait, ce sont des patients, je vous ai dit, hyper fragiles, donc ils meurent de plein d'autres choses. Ils meurent du cancer, l'AOD ne va pas faire grand-chose sur le cancer, ils meurent des pneumopathies, l'AOD va… Donc, c'est pour ça, hein, il y a vraiment une population très sévère, hein, avec un fort taux de mortalité. Et du coup, même s'il y a un bénéfice, il n'y en a pas tant qui meurent, heureusement, des hémorragies cérébrales, parce que ce sont des événements rares par rapport aux autres événements de mortalité. Donc, quand on couple tout ça ensemble, il n'y a pas de différence sur la mortalité totale. Il est temps pour nous de faire un peu la conclusion de ce webinaire et de remplir le contrat qui était les 30 minutes préalablement prévues. Donc, une petite synthèse avec la slide de synthèse. Olivier, vous n'hésitez pas à me reprendre, hein, si je fais des impairs. Donc, les 5 C, c'est 5 fragilités. Donc, la cognition, donc en 4 mots avec le test. Je ne suis pas encore sûr de me rappeler. C'est quoi les 4 mots? C'est quoi les 4 mots? Je ne suis pas sûr. Je me rappelle de poireau, platane, mais je ne suis plus trop sûr des 2 autres. Ah ouais, donc là, ça nécessite une consultation. Là, hein. Je crois qu'on peut très vite être vieux dans sa tête finalement. Ensuite, le deuxième, c'est la chute. Donc moi, je retiens qu'il n'y a pas de contre-indication aux anticoagulants oral direct. Donc ça, c'est quand même un message assez fort. Et aussi la vitamine D pour tout patient chuteur qui n'a pas de risque de surdosage et pas d'effet secondaire. Donc merci pour ce message très fort, Olivier. La communication, donc ça, on le savait quand les patients ont beaucoup de médicaments, notamment les benzodiazépines. Et bien sûr, les experts en gériatrie passent plus de temps à enlever des médicaments qu'à en prescrire. Donc important de nettoyer, comme ils disent, l'ordonnance. Ensuite, je retiens aussi la clairance, le CoCROP. Donc ça, on est relativement tous sensibles à cette évaluation tous les 3 mois chez nos patients. Et enfin, la cachexie, la dénutrition, avec bien sûr l'intérêt des compléments nutritionnels chez ces patients âgés, qui est aussi efficace finalement qu'une intervention comme un traitement avec un tropisme cardiaque. Donc, pas hésiter à apprécier des compléments nutritionnels pour prendre en charge la totalité du patient. Et donc, enfin, le sujet fragile. Et donc, ça a été un petit peu à l'encontre de nos préjugés, hein, finalement, même si le temps est passé depuis la démonstration. Et je trouve qu'il y a beaucoup de robustesse dans ces résultats que vous nous avez présentés. Donc, les AOD supérieurs en sécurité, notamment sur le saignement intracrânien, c'est eux qui tirent les résultats de sécurité par rapport aux AVK.
Donc, merci beaucoup, Olivier, d'avoir préparé et partagé avec nous toutes ces informations pour ce 6e épisode. Merci beaucoup pour cette série. La SFC répond à vos questions. Merci aussi à tous les gens qui nous ont suivis, qui nous ont posé des questions sur le chat. Et aussi, merci pour vos messages d'encouragement et de remerciements. Ça fait chaud au cœur. L'ESC, prise en charge de la FA, ça continue avec un prochain rendez-vous donc le jeudi 28 octobre 2021 avec le professeur Laurent Fauchier et Yannick Béjot pour ce 7e épisode qui abordera l'AVC et l'hémorragie sous anticoagulant. Merci aux équipes techniques, merci à Europo Group, merci à Pierre pour la coordination, merci à Bayer pour le soutien institutionnel et merci bien sûr à vous tous. Merci encore Olivier, c'était un plaisir, 30 minutes, on a appris plein de choses et à très vite sur Cardio Online. Merci beaucoup, c'était un plaisir partagé.